On a bien improvisé. How do you feel? Comment vous vous sentez? Good. I think so, yeah. Going good. C'était bien. On a fait beaucoup de parenthèses, mais Oui. c'était bien. Moi, j'aime bien. On n'arrive pas à tenir le fil Non, initial, mais mais ça c'est bien, connecte. c'est important en C'est fait. improvisé. Je pense que c'est comme ça aussi, plusieurs gens aiment ça. Parce que si c'est tout le temps focus sur une direction, C'est une ça interview. devient comme un cours de Oui, d'école. je suis d'accord. Et Là, c'est les naturel. gens, ça se fatigue, ouais, ça se perd le temps. Moi, c'est juste. Moi, ce que je m'inquiète, c'est que on est vraiment parti sur des sujets qui sont très profonds, philosophiques, etc. J'espère juste qu'on n'a pas perdu les gens à qui s'intéresse vraiment la guerre, les émeutes, qu'est-ce qui s'est passé. Non, C'est je pense juste que ça. c'est tout Parce que relié, c'était on assez- les a reliés à un autre. Ouais, c'était Après, c'est assez le- long aussi. Après, C'était la partie la plus longue. C'est aussi le but de faire des petites vidéos. C'est que tu prends juste le moment Ouais. factuel où Alors, Saïd y on peut faire répond. des petites Ça, vidéos avec ça jusqu'à aussi. présent, on n'a jamais réussi à Je le sais, faire. on n'a pas le temps de le faire, mais c'est comme ça que tu le Mais fais. ça, c'est l'idéal. Mais Ouais. Ouais. Alors, bismillahirrahmanirrahim. Saïd, bienvenue parmi nous. J'espère que le voyage s'est bien passé. Comment a été le voyage jusqu'ici? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, le voyage était bien. C'était un peu difficile avec les enfants, mais c'était bien. Il n'y avait pas de problème vraiment. Un peu long, j'avais pas vraiment expériencé ce voyage avant si long que ça. Mais c'était bien, surtout quand la famille est là avec toi et tout ça, ça se passe. Mais alhamdulillah, je voulais venir au début tout seul, mais avec les choses qui se passent en Iran, bien sûr, j'étais un peu en souci pour la famille. Donc, ouais, j'ai, alhamdulillah, le frère aussi supporté, dédié à la famille. Je l'ai installé en Angleterre et j'ai venu chez vous, alhamdulillah. C'est un honneur d'être ici. Et j'ai vraiment pensé que c'est une obligation pour moi de vraiment me rendre ici pour le Ramadan, surtout avec les choses qui se passent, pour qu'on va avoir une majlis bien, comment on dit, awakening, ça veut dire se réveillant, vivant, et aussi mise à jour à propos des choses qui se passent, Inch'Allah. C'est aussi l'objectif derrière cet épisode de ce podcast. On s'est dit, au vu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'un point de vue international, la guerre qui a commencé, on s'est dit c'est le bon moment de donner la parole à quelqu'un qui a vécu en Iran, qui a eu l'expérience de ce début de guerre et de pouvoir donner la parole à quelqu'un qui vient de là-bas et qui a une perspective différente de ce qu'on entend ici nécessairement dans les médias occidentaux, en Europe, aux États-Unis. surtout quelqu'un qui est iranien. Ouais. Parce qu'ici, souvent, ce qu'on voit dans nos infos, c'est une personne qui est d'origine iranienne, dont la famille avait quitté l'Iran en 1979, qui ont des connexions très limitées, très aléatoires. Peut-être qu'ils ont encore de la famille ou quelques amis en Iran. Mais ce que je propose, c'est si on peut déjà commencer avec, pas forcément la guerre, mais remonter juste un peu plus loin. Il me semble que les choses là-bas, les problèmes ou les tensions ont commencé déjà quand il y avait des manifestations. Alors, c'est peut-être pas très clair pour ceux qui suivent les médias occidentaux, mais de ce que je comprends, il y a des manifestations qui ont commencé avec les gens du bazar, donc du marché, à Téhéran, il me semble. Ils ont fermé le bazar. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, selon votre connaissance, qu'est-ce qui a provoqué tout ça et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on parle de beaucoup de morts, d'une répression très brutale des forces de l'ordre. Et Oui, peut-être que vous pouvez clarifier sur ces points-là. donc, je vais expliquer un peu par le point de vue que Shahid
Imam Khamenei expliquait que ça c'était un coup, vraiment. Donc, je veux pas vraiment, comment on dit, si je veux nommer des gens, je veux pas vraiment les condamner à propos le coup, mais c'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que quand le prix de l'or il s'est rendu à 85 000 toman, c'était vraiment haut parce que quand que le gouvernement est changé de Shahid Raisi à Pezeshkian, le dollar était moins que 50. Ça veut dire 45, 42, ils sont montés et descendus. Ça a presque doublé, en fait. Ça s'est rendu à 85. Ouais. Et là, le gouvernement a décidé de changer le responsable directeur de banque centrale. Ils ont mis quelqu'un qui s'appelle Roy Himmati. Cette personne-là était rejetée par le Parlement avant. Ça veut dire qu'il était, excuse-moi, il était le ministère d'économie au début du gouvernement de Pezeshkian, et le Majlis, le Parlement, il les a, ça veut dire, il a eu des votes négatifs et il s'était rejeté. Donc, il a fait sortir par le Parlement. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il les a remis, il a retourné dans la position de directeur de banque centrale. Dès qu'il est venu, le dollar commence à monter encore. Donc, il était en train de dire, je suis en train de faire une genre de, comment on dit, opération économique dans la société. Et là, jusqu'à le dollar est rendu à 150 000. Ça veut dire à 85 000, il a devenu le directeur de la banque centrale. Au moins de 3 mois, il a monté le dollar à 150 000. Pour ceux qui n'ont pas l'expérience de la valeur du Toman, 150 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à dollar. C'était au moment où Pezeshkian a commencé. C'est moins que 50 000. C'était moins de 50 000. Wow, 3 fois quasiment. Oui. Ouais. Donc, pendant juste 3 mois, moins que 3 mois, c'est monté jusqu'à 150 000. Le prix de l'or était monté beaucoup. Ça veut dire, donc ces deux-là, surtout le dollar, il y a beaucoup d'influence sur les prix de la nourriture, des choses que les gens ont besoin. Ça veut dire les gens, quand le dollar monte, tous les prix montent. Ils ont en même temps monté le prix de gaz. Ils ont monté le prix de gaz, mais avec une façon, par exemple, contrôlée. Ça veut dire, les autres qui ont des cartes de gaz jusqu'à 60 litres, ils peuvent avoir le même gaz, mais après 60 litres, le prix va monter à 7. Donc, c'était comme un contrôle et une stratégie pour montrer le prix. Ces deux-là qui étaient arrivés, je pense que c'était samedi, c'est commencé dans le bazar, dans les marchés. Les gens commencent à se rassembler et donner des slogans contre le gouvernement, contre le système islamique. Tout ça était vraiment... c'était une situation, bien sûr, très, très dure pour eux. Surtout les gens dans le marché, parce que, par exemple, les gens qui achètent des voitures ou qui vendent des voitures, ou les gens qui sont dans le marché, ils vendent d'autres produits, ils ne savaient pas comment les vendre, les prix montaient, les gens y achetaient moins, tout ça. Donc, il s'est rendu, même eux autres qui y avaient vendu et ils voulaient acheter maintenant, le prix était monté soudainement dans moins que 3 mois. Donc, c'était un chaos dans le bazar. Dans le marché. Oui. Bazar, c'est en farsi. Ça se dit pas en français? Ça se dit aussi. Mais bazar en français, c'est quand chaos. Ouais. Ok, ouais, c'est pour ça. Okay. C'était bazar dans le bazar. C'est ça. Donc, les gens sont venus dans la rue à peu près 4 jours, 3 à 4 jours. Les gens venaient vraiment avec aucun problème. Mais même, qu'est-ce qui est arrivé? Que
la police, les agents de police, les agents de Basij, ils étaient dans les rues, mais sans revolver, sans aucune armée. Ils étaient là juste pour contrôler la situation. Mais dès le vendredi, Est-ce qu'il y a eu des arrestations pendant cette période-là, des répressions? Je ne sais pas à propos des détails de cette période, mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment une démonstration, une genre de manifestation très en paix et Pacifique. il y avait pas pacifique, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de, par exemple, des je pense qu'il n'y avait pas des arrestations, mais ça se peut avoir des arrestations, mais j'ai pas l'information à propos de cela. Mais dès le jeudi, que le fils de Shah, il avait annoncé une riotte de sortir de leur maison et tout ça. Le fils de l'ex-Shah. Oui, de l'ex-Shah, oui, le fils de l'ex-Shah, il a annoncé une riotte dans les rues et tout ça, il demandait le monde d'une rue. Une riotte en français. Riot, you're saying. Oui. C'est pas le mot en français. Protestation. Protestation, oui. Il a demandé les gens de venir dans la rue et faire une protestation. Mais est-ce qu'il a appelé à la violence? Oui, il a même appelé à la violence. Même il a dit qu'on doit donner des sangs. Même il a tweeté, j'ai vu un tweet le compte d'Israël, de Mossad, qui avait dit pour changer la révolution, il faut au moins 500 000 personnes de mourir. Donc, ça veut dire, ne vous souciez pas si des gens morts. Il faut mourir, c'est normal. Des choses comme ça. Dès que le jeudi... Juste entre parenthèses, oui. On sait déjà que cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà été financé par le passé par la CIA. On le sait, ça. Bien sûr, il travaille pour eux, bien sûr. Les services de renseignement, tels que la CIA, le Mossad, finance assez des informations. Bien sûr, il est une papette, il est une personne marionnette qui est en train de travailler pour eux, et c'est tellement clair, ça. Même lui-même, il dit que je suis en train de travailler avec Israël, avec l'Amérique pour devenir au pouvoir en Iran. Mais maintenant, ils ont le rejeté. Ça veut dire, même les Américains et les Européens, ils n'acceptent pas comme le prochain leader ou le prochain personne au pouvoir. Un vrai loser. Oui, c'est ça. Juste hier, ou avant-hier, il y avait une interview avec une des canaux de Wahhabis, qui eux autres sont contre l'Iran. Et il était en train, proche de pleurer et supplier que pourquoi vous ça veut dire, vous ne faites pas attention, vous n'avez pas de... comme me supporte pas pour cette chose, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de ma vie, tout ça. Il était en train de supplier vraiment. Non, mais Trump a dit clairement que... Oui, il ne supporte pas. Il n'est pas la bonne personne. Exactement. Il n'est pas assez soumis. C'est quoi la raison? Pourquoi les Américains ne veulent pas de lui? Non, il n'est pas fort. Il est une personne qui n'est pas... son attitude, ce n'est pas une attitude de leadership. Ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui peut être dans le pouvoir. Si je peux me permettre, vous pouvez me corriger si je dis quelque chose qui est faux, mais c'est quelqu'un déjà... Il vit avec l'argent qui a été saisi du gouvernement iranien. Oui, il vit avec l'argent de sa mère. Ça, c'est la première chose, oui. La deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais réellement travaillé dans sa vie. Il n'a jamais étudié non plus. Il n'a pas... Donc, il n'a pas de charisme, il n'a pas de leadership, il n'a aucune qualification pour diriger un Oui, pays. Exactement. Mais la qualification, ça n'a jamais vraiment empêché les Américains de pousser quelqu'un au pouvoir. Quand on pense aux dirigeants non, mais ukrainiens, il ne sait même pas comment parler. Ça, c'est la chose. Mais peut-être qu'à la base, c'est juste une supposition de ma part, mais les Américains savent très bien que la grande majorité, on ne parle pas de ceux qui sont dans le diaspora, mais la grande majorité des Iraniens qui résident en Iran
jamais ils acceptent. Oui, Le parce que retour même, regarde, sa de famille lui ne ou parle pas Ou farsi. du chat ou du Ah ouais. monarchie. Oui, ses enfants ne parlent pas farsi, ils ne savent pas comment parler farsi. Donc, ils Personne. savent qu'il n'arriverait jamais à s'imposer. Oui, et à il se n'a faire pas la suivre en Iran. culture dans sa famille, la culture iranienne, ils ne savent pas même lui-même. Il a quitté l'Iran, il avait quel âge quand le chat Je pense a que, fui l'Iran? oui, je pense que il était un 9 ans, teenager, 11 ans, ouais, quelque comme chose quelque comme chose ça, proche de ouais. 5-15 ans, peut-être moins que 15 ans, oui. Et évidemment, il n'est jamais retourné en Iran. Oui, Donc, oui, oui. Je vous laisse continuer, excusez. Oui, donc, où est-ce que j'étais pendant le jeudi. Le jeudi a commencé, ce que j'ai entendu. euh, euh, qu'est-ce que c'était une stratégie de Basij et les agents de la police et l'armée qui apparemment il les a poussés de devenir violents. Euh, Par exemple, eux autres ils attendaient que pendant les démonstrations de marché, les choses deviennent violentes. Mais il n'est pas venu violent parce que les agents, les Basij et tout ça, il n'était pas armé. Il était bien il était bien tranquille avec les gens. Donc ça, je pense que ça les a poussés d'agir en violent plus vite. Parce qu'eux autres, ils attendaient que le violence, ça se produit naturellement. Ouais. Mais jusqu'à le jeudi, il n'y avait aucun violent. Il y avait juste les gens venus dans la démonstration. Ils montraient leurs critiques, ils disaient leurs problèmes. Et après, le jeudi, ils ont commencé à être vraiment violents. Donc, les rapports que j'ai entendus et j'ai lus, c'est que il y avait des gens bien stratégisés et planifiés en harmonie. Ils sortaient des différentes rues et avec des GPS et des choses c'était vraiment clair qu'ils les a guidés. Ils s'est rendu dans un point commun avec des différents. Dirigés. Oui, ils étaient dirigés et dans leur route, ils tuaient des gens. Ils tuaient des gens qui, par exemple, les gens ils sont en train de fumer une cigarette, ou le gars il est dans son magasin, et la personne qui est venue faire un shopping, achat de sa nourriture. Ils tuaient des gens dans les rues. Au Téhéran, ça commençait vraiment violemment. Et après, ils commencent à vraiment casser et briser des fenêtres et aussi mettre en feu les banques et tout ça. Donc, c'est commencé à violent. Une des choses que ça a pris un peu de temps de réagir, c'était que les gens en sécurité, ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc, eux, ils se fait aussi tuer. Plusieurs entre eux, ils se fait tuer, les gens en sécurité, parce qu'ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas prêts pour ce genre de violence. Et ils les ont pris par surprise. Donc, il y avait beaucoup de Basij, il y avait beaucoup de mosques qui étaient brûlés, qui étaient cassés, Même tout des ça. policiers et des... Mais après, le policier est rentré. Ça veut dire, dès le début, il n'était pas armé. Mais dès que les autres ont commencé à faire des violents, oui, le policier est rentré avec l'armée et tout ça. Il commence c'était vraiment à avoir la violence entre les gens de sécurité et les gens de terroristes ils ont commencé. Même quand ils ont attaqué, quand ils ont, comment on dit, arrêté les gens ou les ont par exemple tirés et les capturés, ils ont vu qu'ils n'étaient même pas l'Iranien des fois. Des fois entre eux, c'était vraiment des agents Mossad, des agents étrangers. Mais de quel pays? Pas d'Israël, j'imagine. Eux autres, ils disent, les rapports, ils disent que c'était des agents Mossad. Ils ne disent pas de quel pays. Normalement, dans l'Iran, ils ne disent pas de quel pays à cause de différentes races dans l'Iran. Donc, oui, les choses étaient vraiment violentes. Ils ont brûlé beaucoup de facilités de gouvernement dans les différentes villes. Par exemple, dans les villes dans le nord de l'Iran, s'appellent les villes Rey. Ils ont brûlé à peu près 250 magasins. C'était tout dans un rue. Ça veut dire que c'était un grand marché de ce village. Il y a 250 magasins, un après l'autre. Ils ont brûlé tout. Et
Et ils ont brûlé des bus en Téhéran, ils ont brûlé beaucoup de bus, beaucoup de banques et tout ça. Même en Congo, où j'étais, ils ont cassé les fenêtres de notre office. On est venu par Votre bureau à vous? notre bureau, oui. J'ai venu le matin samedi et j'ai vu que notre fenêtre était cassée. Ben après, on a checké la caméra, on a regardé dans la caméra, on a vu qu'ils ont même essayé de rentrer dans la porte par la porte. Ils ont cassé les fenêtres de la porte, mais ils n'ont pas pensé à juste rentrer dans leur fenêtre ou d'ouvrir la porte dedans. Est-ce qu'avec le recul maintenant, on comprend mieux les motivations derrière la violence? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas violents juste pour casser des choses. Est-ce que derrière, il y avait la volonté on veut créer de la violence dans la société, comme ça on provoque une réaction violente du gouvernement et on crée une espèce de guerre civile à l'intérieur? C'est quelque chose comme ça qui était J'aimerais bien vraiment amener une narration d'Imam Ali alayhi salam, que je pense que notre ennemi est en train d'utiliser ça, mais nous, on est vraiment faibles dans cette partie. Imam Ali alayhi salam, il y a une narration, normalement, on regarde cette narration de côté individuel, mais quand on regarde de côté gouvernemental et social, ça nous donne une autre fondation, une autre règle et règlement de société. Et Imam Ali alayhi salam dit Haddul lisan amda min hadd sanan. Ça veut dire la pointure et la sharping, la pointure de la langue, c'est plus pointu que le flèche. Si j'ai bien traduit. Ça veut dire sharpness, c'est coupure, le côté tranchant, le tranchant de la langue. Voilà. De la langue. Le tranchant de la langue, c'est plus encore pointu ou coupure que le tranchant de la flèche. Le tranchant de la langue est encore plus coupant que le plus tranchant coupant. De la flèche. Exactement. Donc ça montre que le média, c'est vraiment important. Ouais. Cette protestation, cette violence qui est arrivée, c'était tout pour médias. C'était tout pour leur armée dans le média. Ça veut dire eux autres, ils voulaient que le sang coule, ils voulaient que les gens se fassent tuer pour que dans le média, ils commencent à propager et commencent à dire que c'est République islamique d'Iran qui a fait ça. Et qu'après, ils nomment les gens qui sont tués comme les shahids ou comme les gens qui leur sang est coulé pour cette révolution qu'ils veulent faire plus tard et tout ça. Et pour avoir plus d'outils pour faire des manœuvres médiatiques dessus. Honnêtement, ça a marché, parce que moi, je suis les médias occidentaux, bien sûr, je regarde aussi les médias d'autres pays, y compris des médias iraniens, mais on voit beaucoup qu'ils ont cru la répression, qui massacre leur peuple, et même Trump, pendant une période, après, les prétextes de guerre, ça changeait tout le temps, mais à une période, le prétexte de guerre, c'était sauver massacrer leur peuple, et puis on doit les sauver. On doit les sauver. Exactement. Et c'est, si je peux juste me permettre, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans l'Occident, j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que quand il y a des émeutes et qu'on est en train de saccager, détruire, on a vu des images d'ambulances qui ont été ciblées, des hôpitaux qui ont été ciblés, des bus à Téhéran, je ne sais pas combien, mais j'ai vu. Il y a beaucoup, oui. Sur Press TV, ils montraient tous les bus qui ont été brûlés, ils les ont amenés à un seul endroit. Et n'importe quel gouvernement a la responsabilité de ramener de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et il n'y a qu'à regarder les exemples en Occident. Par exemple, les Gilets jaunes, ce n'était même pas des manifestations vraiment violentes, mais c'était des manifestations très fortes. Regardez la force qui a été utilisée pour supprimer ces manifestations. Il y a plein d'autres exemples. La manifestation après le crash de Wall Street en 2008-2009, je ne me souviens plus.
Oui, l'émancipation de Occupy Wall 99, Street, ouais. là aussi, il y a beaucoup de force et de violence qui a été utilisée pour supprimer cette manifestation. Et ici, on est en train de parler de manifestations beaucoup plus violentes, des émeutes beaucoup plus graves, avec des gens qui font assassiner, Et vous avez des gens qui sont entraînés forces, pour faire ouais. ça. C'est des gens Ouais. professionnels Oui. qui savaient quoi Apparemment faire. professionnels, Oui. exactement. Des membres de forces de l'ordre qui se font brûler vifs, qui se font décapiter. Et ça devient la responsabilité du gouvernement de ramener l'ordre dans la société. Oui. Donc, et il ne peut pas le faire de manière pacifique. Quand il y a la violence en face, il faut utiliser la violence. Il faut utiliser en face, oui, exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, excusez-moi. Non, allez-y. J'occupe le micro, mais... Ça, c'est bien. Comment dire, le Color Revolution. Révolution colorée. Et Révolution colorée. C'est un script qui est bien connu et qui a été utilisé et c'est documenté, c'est pas des hypothèses, c'est documenté dans les documents qui ont été déclassifiés par la CIA. Comment ils opèrent un changement de régime et ils l'ont fait en 1953 en Iran avec Mossadegh. C'est exactement le même script. On crée une situation où il y a de la frustration dans la société en manipulant par exemple le marché des devises, le dollar, avec les sanctions. Donc il y a une frustration, il y a une pression économique sur les gens, financière, il y a des frustrations. Et après, c'est des manifestations pour des raisons légitimes et on voit exactement le même script avec ce que vous décrivez. Et on fait pénétrer dans ces manifestations légitimes des gens qui amènent la violence pour que ça devienne violent. Et quand il y a la violence, les choses deviennent hors de contrôle. C'est comme ça qu'on précipite un changement de régime. On l'a vu en 1953 en Iran avec Mossadegh, c'était pas une personne religieuse, c'était une personne socialiste élue démocratiquement qui a été renversée pour ramener la tyrannie du Shah à la place. On l'a vu par exemple en Ukraine. Et il y a plein d'autres exemples où cette méthode a été utilisée. Et pour ceux qui cherchent la vérité, on doit être attentif à ce genre de choses et éveillé, pas juste accepter la propagande que les sources occidentaux ou les sources sionistes sont en train d'alimenter dans nos médias, et nos médias rapportent ces informations sans aucune vérification, sans aucune analyse, sans aucun travail journalistique. Mais c'est ça, quand tu vois les gens sont très occupés avec leur vie, les nouveaux gadgets, les IA et tous les amusements ils ont préparés ici pour eux et le confort et tout ça, ils donnent pas vraiment, plusieurs d'entre eux, ils donnent pas vraiment la force de penser et d'analyser les choses. Ils essayent d'avoir le moins de temps de mettre sur les choses sérieuses, d'autres que leur vie, leur confort et leur amusement. Alors on essaie de les aider avec ce podcast. Exactement, on essaie de les aider, de les réveiller parce que vraiment, ça c'est une heedlessness, c'est un reflet. Un reflet, c'est un endormement. Insouciance. Insouciance ou ignorance. C'est un genre d'être endormi par les amusements et les désirs et tes rêves et tout ça. Et ça aussi, une autre chose qu'on a expliqué dans nos discours avant, c'est à propos de l'individualisme, le style de vie, que les gens ils pensent juste à eux-mêmes, à leur famille, à eux-mêmes, pas à l'humanité en général, pas à les autres gens. Et aussi division entre les peuples. Lui, il est afghan, lui, il est iranien, lui est arabe, moi je suis suisse, lui est France. Cette division, bien sûr, c'est un outil dans le main des oppresseurs. Divide and rule. La devise de l'Empire anglais. Pour le mettre dans une zone ignorante, parce que c'est un français, c'est un anglais, on s'en foutu. Hein. Même en français, on dit diviser pour mieux régner. Exactement. Donc, les gens, il faut qu'ils se réveillent vraiment. S'ils veulent vraiment que la prochaine génération de l'humanité et les prochains
leurs fils et leurs enfants vivent dans un monde avec la paix et avec des opportunités pour vraiment maximiser leurs capacités et talents comme un humain. Il faut se réveiller, il faut bouger. Donc l'Iran, c'est un pays avec une culture husseini, ça veut dire une culture de résistance, une culture de endurance, une culture ils sont prêts de se mettre devant les oppresseurs, donner leur vie et ne acceptent pas à être oppressés, opprimés. Donc, ça, c'est vraiment une chose qu'on voit maintenant. Même, je sais que même les autres gens autour du monde, ils ont réalisé ça vraiment, que c'est différent la situation avec l'Iran que les autres pays. Les Iraniens ils ne s'humilient pas vraiment et ils sont prêts, mais bien sûr. Qui réalise ça? Je pense que les gens alentour de le monde. Les gens en Iran, ils savent déjà. Ouais, je dis comme même les non-musulmans, ils ont réalisé que c'est différent la situation avec les Iraniens, avec cette partie surtout avec les doctrines chiites, c'est vraiment différent que les autres musulmans aussi. Donc, on peut voir que dès la révolution islamique dans cette région, on peut voir qu'il y a un réveillement d'endurance et résistance contre les oppresseurs. Et ça fait plus que 47 ans qu'ils ont préparé tous les outils pour combattre contre les Américains ou les sionistes et tout ça, parce que dès le début, le leader, ça c'était vraiment... Les gens, ils critiquaient cette façon de révolution d'Imam Khomeini. C'est pourquoi, dès le début, tu dis que Israël ou l'Amérique sont notre ennemi. Ils sont trop forts. Commence un peu plus faible. Ils disent non, il faut qu'on se prépare pour ça. Pour les gens qui sont le plus pouvoir dans le monde maintenant, si on ne dit pas ça, on ne va pas se préparer. Et dès le début, le slogan, c'était que le Satan, le grand Satan, c'est l'Amérique, le grand Satan, c'est les sionistes. Il faut aller guerre contre eux. Donc, 47 ans, tant que République islamique d'Iran était dans le pouvoir, ils ont préparé à chaque jour pour cette guerre. Mais bien sûr, il essayait de l'éviter aussi le plus possible, de ne pas arriver. Mais on sait que les arrogants ne peuvent pas rester vraiment silencieux et rien faire, parce qu'ils voient que dans tous les domaines intellectuels, production, export, import, économie, on est en train de se développer et on est en train de créer un genre d'esprit d'indépendance et on devient un exemple pour des autres pays. Les autres pays commencent à critiquer le système, il est en train de devenir un peu vulgaire, on peut dire, ouais. Contre leur commandeur, contre leur leader. Donc, je pense que si les États-Unis et les sionistes ils pouvaient vraiment ne pas faire ces guerres-là et le mettre pour l'année prochaine ou quelques mois encore en avant, ils le feraient. Mais je pense qu'ils ont rendu à un point qu'ils ne pouvaient plus attendre. Ils ont tout essayé déjà. Oui, ils ne pouvaient plus attendre parce que ils voyaient que l'Iran il devient de plus en plus fort à chaque jour, à chaque minute, dans les choses militaires, dans les choses de, par exemple, économie, tout ça. Ils sont en train de se régler ces problèmes avec leur monde et toutes les choses qu'on fait, ce pays-là ne casse pas. Je me dis qu'il y a aussi l'idée pour le gouvernement américain, ce qui a précipité leur attaque, c'est aussi l'idée que quand l'Iran réussit, quelque part, c'est en miroir, ça précipite l'échec des Américains. Parce qu'ils se rendent compte que l'Iran est en train de montrer au reste du monde qu'il y a un autre
système qui est possible. On peut construire un monde qui n'est pas focalisé sur le consumérisme, qui n'est pas focalisé sur le matérialisme, et quand même on réussit. Quand on voit les chiffres qui sont étonnants, hein. Quand on regarde en Iran les chiffres, le pourcentage d'alphabétisation, le pourcentage de femmes qui étudient dans les universités, en fait on se rend compte que c'est extraordinaire. Ils arrivent à atteindre des niveaux vraiment très élevés. Et c'est pourtant un système qui n'est pas du tout construit sur cette idéologie matérialiste. Et ça peut faire peur aux... Et même sur certaines technologies, comme la nanotechnologie, ils sont, je crois, parmi les 5 plus avancés. C'est un des, je crois, 8 ou 9 pays qui a lancé des satellites. Et tout ça, malgré les sanctions, malgré tous les problèmes qui viennent. Et tout ce qu'on essaye de faire pour ramener ce peuple à genoux. On voit la qualité de l'éducation. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Les étudiants iraniens qui viennent ici pour faire leur master's ou leur doctorat, ils sont tous très, très intelligents. Oui, bien sûr. Donc, moi, je dirais, parce que quand j'étais en Iran, des fois, j'ai dit, je vais en dehors de pays pour faire des lectures, ou je viens de Canada, des fois comme ça. Les gens, surtout les jeunes, ils me disent moi si j'étais maintenant au Canada, mes compétences seraient très très haut. J'ai dit non, c'est le contraire, parce que moi je les explique que maintenant en Iran on a quelques petites monstres d'économie, d'industrie qui sont en train de faire créer des problèmes dans l'économie. Et en train de mettre de la pression sur les gens. Imaginez ce genre d'industrie, ce genre d'industrie qui copie le même système de l'Ouest. Ils sont venus au pouvoir, ça fait même pas 10 ans, 20 ans. Imaginez dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y a des industries, des systèmes qui sont là pour des 100 ans. Et ils ont des psychologues, des sociologues, des économistes et tout ça qui travaillent pour eux, des billions et des billions de l'argent qui est en train de dépenser pour vraiment manipuler les façons de penser des gens, manipuler leur culture, manipuler leur style de vie. Même le gouvernement lui-même. Donc, le résultat de ce système, c'est quoi? C'est que les gens dans la société, ils ne vont pas avoir le temps de penser et réfléchir. Quand je vous avais dit, quand il se lève le matin, il y a ces choses dans sa tête avec l'avertissement, avec la publication et tout ça qui lui atteignent, avec ces choses, avec par exemple ses rêves d'aller dans le voyage, qu'est-ce que je fais la fin de semaine, et mes amis, qu'est-ce que je dois acheter, tout ça. Il y a plein de choses qu'ils ont mis dans sa tête pour acheter leurs produits et dépenser ses produits. Et en même temps, il a planifié pour travailler, pour avoir l'argent pour qu'il puisse acheter, atteindre ce genre de matériel, ce genre de produits, que c'est devenu une religion. Je vous avais dit, il y avait une ostade, il y avait des enseignements dans notre université, dans notre, on dit, house, un séminaire, on dit séminaire, qui a fait une recherche, et sa recherche était que la télévision, c'est la nouvelle temple, c'est le nouveau temple de la nouvelle religion de l'Ouest. Qu'est-ce que tu fais dans le temple? Qu'est-ce que tu fais dans le mosque? Tu vas et la lecture ou la récitation Coran, il te fait rappeler à propos ton essence, qu'est-ce que tu devrais faire dans la vie, comment tu devrais planifier, comment tu devrais t'encourager vers tes buts et tout ça. Et la télévision, il faut la même chose. La télévision, maintenant, est en train de manipuler les pensées. Qu'est-ce que tu devrais acheter? Comment tu devrais parler? Comment tu vas être belle ou beau? Comment tu peux atteindre un niveau confortable, aller dans le voyage, faire ci et ça. Et c'est devenu un genre de rituel, un genre de temple pour eux. Et quand cette personne-là, il est dans la société, il ne peut pas vraiment penser à propos des choses sérieuses, à propos de l'humanité, à propos qu'est-ce qu'il devrait faire vraiment pour qu'il soit efficace pour les humains. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Il y a un pays il laisse ses jeunes de réfléchir.
Ça, c'est le problème. Le vrai problème que le système satanique, il y a un pays, il y a une région dans le monde que les jeunes, la prochaine génération, ils ont le temps et la liberté de réfléchir et choisir. Oui, on a des gens qui choisissent une mauvaise direction, mais aussi on a laissé les gens qui veulent choisir la bonne direction de réfléchir et aller étape à étape par leur choix. Ça, c'est le problème. Le problème est aussi le problème de satanisme, le problème des gens oppresseurs, que les futures générations de l'Iranien, les futures générations de cette région, ils vont être des exemples pour tout le monde ailleurs. Mais moi j'avais 11 ans quand je suis venu au Canada. Okay? Après, jusqu'à 25 ans. Quand je suis retourné à 25 ans, 26 ans en Iran, je parlais avec mes cousins. Je pense que lui avait 30 ans, mais il avait 15 ans. Une jeune 15 ans, il me parlait de politique, il me parlait de technologie, il m'aidait à résoudre mes problèmes avec le téléphone, l'ordinateur, tout ça. Il essayait de m'expliquer des choses de religion. Moi, je suis comme, waouh, une personne de 15 ans, il a tellement de connaissances. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas gaspillé leur temps sur des choses inutiles. Leur tête, il n'est pas pleine avec des publications et la beauté de le monde, et les différents gadgets, différents videogames ou différents films et tout ça. Divertissement. Surtout, eux autres, ils regardent les films, ils jouent aux videogames, mais quand ils viennent dans leur vie, ils séparent l'amusement et leur vie. Ils ont ce séparement dans leur tête, que ça c'est la réalité et ça c'est un amusement. Vous voyez? Donc, mais c'est dur pour les gens ici de séparer. Ça veut dire, quand tu vois que le gars, il s'est déguisé comme une personne de videogame. Il a mis des tatous, il essaie de s'habiller comme la personne qui joue dans le videogame. J'ai même rencontré des gens ici, même au Canada, qui il avait créé une religion pour lui-même par rapport à des livres qu'il lisait. Il disait, oui, il y a un prophète extraterrestre qui nous a, par exemple, créé, et eux autres, ils viennent, et moi, je suis connecté avec eux. Et il était dans une hallucination. Donc, regardez, c'est ça que ça arrive. Quand vous êtes dans la réalité, quand vous êtes dans un bon droit, vous produisez des humains très endurants, très intellectuels, qui peuvent penser, qui peuvent devenir intelligents. Maintenant, tu mets cette génération jeune dans, par exemple, domaine de physique, domaine de militaire, domaine de médecine, domaine de ça et ça. Tu vois que le résultat, c'est que l'Iran, c'est pas juste le premier dans la vitesse de développement. Il est très, très en avant de la deuxième. Qu'est-ce que je me rappelle pas vraiment les chiffres, mais je me souviens que la différence entre le deuxième et le premier, c'est l'Iran, c'est très, très, très haut. L'Iran, il est le premier à propos de la vitesse de développement technologique, la vitesse de développement de nos connaissances. Et c'est exactement que les oppresseurs, ils ont peur. Parce que quoi? Parce que quand tu vois que les oppresseurs, par exemple, je donne un exemple, n'importe quel Iranien que tu parles, quand il veut sortir de l'Iran, il s'achète ses médecines en Iran. Pourquoi? Parce que ça coûte, en premier, ça coûte moins cher. Ces médicaments. En premier, ça coûte moins cher. Deuxièmement, tu n'as pas besoin d'inscription pour plusieurs médicaments. Troisièmement, c'est que c'est plus efficace. Il dit, quand je prends par exemple, antibiotique de l'Iran, ça marche. Mais quand je prends ça, c'est trop léger, ça ne marche pas. Quand je prends le ibuprofène de l'Iran, ça marche. Mais si ça ne marche pas. Donc, tu vois que, ça c'est dans le médecine, tous les Iraniens, quand ils vont en Iran, ils font par exemple, ils vont chez le dentiste, ils
voir s'ils ont des problèmes, ils arrangent tout ça. S'ils ont des opérations, ils font dans l'Iran. Les Irakiens, maintenant, c'était un business, ça fait des années, là. J'ai entendu mes amis de Talaba, ils ont rentré dans le business. Ça fait 20 ans que c'est un business en Iran, que tu crées une compagnie, que tu viens un agent intermédiaire entre les hôpitaux et les institutions médicales avec les clients. Donc, ils amènent les clients de l'étranger, par exemple l'Irak, Pakistan, Turquie, tout ça. Ils trouvent, eux, ils les donnent des packages. Par exemple, il dit qu'avec l'hôtel, 10 jours, opération de l'œil, tourisme, tout ça. Tourisme médical. Exactement. Ça existe aussi dans d'autres pays. Oui, c'est beaucoup en Iran. C'est la preuve que l'Iran a effectivement beaucoup progressé. Donc, c'est ça je veux dire, le problème avec les oppresseurs et l'arrogance, c'est que le marché, il est en train de sortir de leur contrôle. Ça veut dire, si demain, les pays commencent à acheter des médicaments de l'Iran, leur marché va être en danger. En fait, si les pays deviennent indépendants, par exemple, quels qu'ils soient, donc si les pays deviennent indépendants sur le modèle que eux ils choisissent, pour l'Iran, c'est la civilisation islamique, mais par exemple, Cuba, c'était le communisme. Ils ne veulent pas que... C'est une grande menace pour l'impérialisme des États-Unis et de l'Occident de manière générale. Je pense qu'on a un peu dévié des sujets qu'on voulait aborder avec vous. Toutes ces explications, juste conclure ça, je veux juste faire une conclusion ici, c'est que toutes ces explications, c'est au côté très logique, très matériel, que tu n'as pas besoin vraiment d'avoir une foi ou une religion pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est des choses vraiment mathématiques. C'est comme un genre de mathématiques. 2 plus 2, c'est 4. Mais si on veut rentrer dans le côté des spirituels, si on veut rentrer dans le côté religion, bien sûr, on a beaucoup de choses à dire là aussi. Qu'est-ce qui arrive avec le shaitan, le Satan, qu'est-ce qu'il est en train de faire, la guerre entre la vérité et la fausse. Tout ça, c'est un autre sujet que même si on veut aller dans la narration que le prophète de l'islam, il donnait l'importance dans la religion de l'Iran. Il disait que c'est l'Iran que ça va être le commencement, le monde, le peuple qui vont commencer de préparer le terrain pour établir le gouvernement juste de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens, dans l'histoire, si vous regardez, les gens qui voulaient, dans l'islam, les gens qui voulaient se présenter comme quelqu'un qui est le juste ou par exemple, le choisi par Allah pour amener la justice et tout ça, pour devenir en pouvoir, ils choisissaient le capital de leur gouvernance en Iran. Pourquoi Bani Umayya ou Bani Abbas ils devraient choisir un capital en Iran? À cause de ces genres de narration, parce que l'importance dans la narration, l'importance c'était sur cette région en Iran. Donc, il essayait de se montrer comme quelqu'un qui est le Imam Zaman, quelqu'un qui est le leader de la justice pour que les gens lui acceptent. On est en Iran, comme le prophète a dit et tout ça. Donc, l'Iran, c'était tout le temps dans l'œil des gens oppresseurs. Il essayait tout le temps le débaisser, même dans le temps d'avant de Shah, tu vois que l'Iran était tout le temps en sous le contrôle des Osmanis et tout ça. Pour ce genre de prédiction. Ça, je veux dire, on peut rentrer dans ce sujet de cette façon-là, mais on a rentré avec l'intellectuel, vraiment les choses très, très claires. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu aux émeutes, oui, conclure le chapitre. On a fait une grande Oui, c'est Ramadan, on est en train de jeûner, le cerveau marche mieux. Là. Juste pour conclure avec les émeutes, moi, ce que je voudrais savoir, parce que c'est quelque chose qui est régulièrement répété dans les médias occidentaux, c'est le nombre de personnes qui ont été tuées dans ces émeutes
ici, on parle de 30, 40 000. Ça, c'est la première chose. Et puis après, comment est-ce que ces émeutes se sont étouffées réellement? Parce qu'il y a deux versions. Il y a la version qu'on entend dans les médias occidentaux qui est par une grande répression par le gouvernement. Et l'autre version de ce que j'ai vu dans les médias iraniens, c'est qu'il y a eu un appel de mobilisation, que les gens sortent pour montrer leur soutien au gouvernement. Et moi, je voudrais connaître votre point de vue, vous qui étiez là-bas, sur ces deux choses. Okay, Quelle est votre analyse et votre expérience aussi? À propos le nombre de gens qui étaient tués ou qui étaient blessés, officiellement, l'Iran a annoncé à propos proche de 3 000 jusqu'à 4 000. Je ne me souviens pas de l'exact nombre, mais c'était 3 ou 4 000. C'était 3 000 et quelques. Oui, 3 000 et quelques. Officiellement, ils ont même publié les Shohada la liste, et la liste, oui. La liste les terroristes et les Shohada. Ils ont séparé ça. Et oui. ils ont défié à qui que ce soit de donner un seul nom qui ne figure pas dans la liste d'une personne qui a été tuée. Exactement. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux voir vraiment le mensonge qui est dans le système médiatique de l'Ouest. C'est qu'ils ont commencé à 5 000, après ils ont dit 10 000, après ils ont dit 30 000. Même les radios l'Iranien, ils disent 6 millions. 6 millions. C'est comme incroyable. Qui dit ça? Les Iraniens internationaux, les canals. J'avais entendu jusqu'à 90 000. Oui, ils ont allé jusqu'à 6 millions. Ça veut dire des mensonges que il dit, on a une expression en iranien, je pense que c'est une expression internationale, il dit, si tu veux mentir tellement grand que que toi-même tu peux pas l'accepter. C'est grave que les gens soient aussi naïfs, même là en pleine guerre. Ouais, on n'a pas dépassé peut-être. C'est des gens qui sont en train de se faire rigoler par eux-mêmes. Parce que les chiffres officiels pour la Palestine, après 2 ans de génocide, c'est 70-75 000, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est encore en dessous de 80 000, ou est-ce qu'on a dépassé? Oui, quelque chose comme ça. Mais avec tellement de bombardements, avec les maladies, avec la faim et tout ça. Et toujours avec le pays sous siège. Oui. Donc ça, c'est des mensonges. Et tu peux regarder, si tu regardes les chiffres, comment il s'est monté un jour après l'autre jour, après l'événement, tu vois qu'un canal dit ça, l'autre canal demain dit ça, et tout le monde le suit, après un autre canal dit ça. C'est comme les chiffres augmentent sans aucun crédit. Et en plus, c'est qu'il y a des gens qu'ils ont venu dans l'Instagram, ils disent « Je ne savais pas que je suis mort, c'est moi, je suis vivant », des choses comme ça. Parce qu'ils ont mis leurs photos et leur nom, parce qu'ils ont été tués, et lui il dit « Je suis même pas en Iran ». Il y en a même des soldats, oui, il y en a même des soldats de Mossad israéliens, ils ont venu dans le téléphone, ils disent « Moi, je suis vivant ». Ils ont pris les photos de leurs mêmes soldats, le soldat israélien, pour mettre là. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment nous prouver que les autres sont en train de mentir dans leurs médias. Tout le monde sait. C'est juste à cause de les attachements qu'ils ont. Non, je suis pas d'accord avec ce constat. Non, regarde. Tout le monde ne sait pas. Non, il se met dans le côté ignorant. Ça veut dire, il ne veut pas accepter ça, parce que s'il accepte, il va se trouver dans un terrain uncharted, ça veut dire inconnu. Et où ils arriveront à une conclusion, ils doivent remettre en question les principes et les valeurs de l'Occident. Exact. C'est là que le concept de Hablullah, corps de Dieu vient. Une corps de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es connecté à quelque chose de fondamental, que les problèmes et les obstacles dans la vie, il ne peut pas te bouger. Et tu peux accepter la vérité même si c'est dur. Mais bien sûr, quand tu es accroché à le corps de matériel, qui n'a rien
support en arrière, tu peux pas vraiment des fois digester la vérité et tu le pousses. Tu veux même pas parler à propos de ça. Tu vois les gens, ils disent Palestine, ils disent je veux pas parler. Parle-moi de football, parle-moi de hockey, parle-moi de basketball, parle-moi de cette genre de vêtements qui est sorti. Donc les gens, à cause qu'ils sont pas attachés à une corde supportive comme le corps de Dieu, ils ne peuvent pas vraiment digester la vérité. Mais moi, je suis sûr, dans le fond de leur cœur, ils savent que leurs médias, il y a beaucoup de menteries dedans. De mensonges. Mensonges dedans. Mais en fait, la plupart des gens, je trouve aujourd'hui, ils ont cette préférence pour un mensonge confortable qu'une vérité, mais qui t'amène à de l'incertitude. Exactement. Donc, en plus, ça c'est très très bon dit, mon frère. En plus, qu'est-ce qu'ils font pour le degré de confortabilité, ces gens-là, ils jouent avec. Ça veut dire quoi? Ils sortent le dossier Epstein pour que ces choses-là, que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement corrompu, ça couvert les bombardements palestiniens. Ça veut dire, ça c'est pire que c'est là. Leur degré de confortabilité monte. C'est-à-dire, et puis digérer plus d'oppression, c'est correct, 50 000 sont morts, mais regarde le dossier Epstein, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ça devient normal en fait, c'est normalisé. Exactement. Quand tu amènes quelque chose de plus pire et plus dégueulasse, plus corrompu, les choses qui sont moins dégueulasses sont plus digestives, sont plus acceptables. Il y a ça, mais il y a aussi... Ils jouent avec ça psychologiquement. Il y a aussi, une fois qu'on commet un crime qui est à ce moment-là scandaleux, la prochaine fois qu'ils répètent la même chose, ça devient beaucoup plus acceptable. Moi, je me souviens, dans les fins des années 90, j'avais une collègue qui était palestinienne, et c'était la première fois que l'État sioniste avait utilisé des avions de chasse pour bombarder Gaza. Imaginez, dans les années 90. C'était la première fois, et c'était un tel choc. Je me souviens, elle m'a écrit, elle a dit, ils sont en train de bombarder Gaza avec des avions de chasse. Et maintenant, c'est quelque chose de normal. On n'est pas surpris. Des missiles atomiques faibles. Bon, aucun. Tu te souviens la première fois qu'ils ont attaqué l'hôpital en Palestine? En Palestine, tout le monde dit qu'est-ce que a dit non, c'était pas nous, c'était eux-mêmes qu'ils ont lancé, ils ont attaqué. Après hôpital, paf. Non, maintenant ils le font dans d'autres pays. Ils font là maintenant en Iran. Ils ont tué 170 jeunes filles à l'école. Juste samedi passé. À Minab. C'était dans les premières frappes. Oui, la première frappe. Ils ont tué 170 filles. Et dans les médias ici, ils disent que c'était un missile antidéfense. Oui, de l'Iran qui l'a frappé lui-même. Oui, c'est ça. Qui s'est dévié. Oui, qui s'est dévié. Ouais. Donc, regardez, c'est ça que... moi, je pense qu'une des choses que le côté humain, le côté de l'humanité qui est réveillé, le côté de l'humanité qui veut se battre ou se lever contre les oppresseurs, je pense qu'il devrait se concentrer sur avoir un média indépendant. Ça veut dire être indépendant de YouTube, être indépendant de ce genre de Internet, avoir leur propre Internet, avoir leur propre indépendant network, indépendant, comment on dit, network, réseaux sociaux, médias, tout ça. Si les gens opprimés ne font pas ça, les oppresseurs, ils vont jouer avec leur tête et ils vont les donner des mauvaises nouvelles. Selon vous, pourquoi? Alors, des journalistes indépendants, on en trouve. Moi-même, on essaie de ça, oui, j'ai une liste de journalistes qui rapportent bien, qui font bien leur travail, que je suis régulièrement, mais ils utilisent les plateformes telles que YouTube. Mais comment ils ont fait de créer... Eux-mêmes, ils disent qu'on est vulnérable, on se fait
monétisées. Il y en a qui ont eu leur chaîne complètement supprimée. Donc pourquoi ça ne peut pas être si difficile que ça pour un pays qui lance des satellites dans le ciel, pourquoi il n'y a pas de réseau indépendant? Ou est-ce qu'il y en a et on n'est pas au courant? Non, ils ont essayé d'avoir un réseau national, que ça marche même. Une des choses que je voulais dire, on s'est dévié de sujet, c'est qu'une des choses qui a arrêté de continuité de la protestation, c'était couper l'Internet et devenir une Internet nationale. Donc l'Internet juste marchait dans le pays, pas avec l'extérieur. Donc en Iran, il y avait l'Internet, mais que en Internet. Que en donc. Ça veut dire les applications qui est iranien, les adresses qui étaient .ir, c'est eux qui marchaient même en don. Ça veut dire même à l'extérieur, tu peux pas. Peut-être ça c'est à cause qu'ils ont un satellite. Je sais pas les détails de technologie qu'ils ont à propos de côté réseau, mais ça peut montrer qu'ils ont leur propre satellite. Ça peut montrer qu'ils ont leur propre technologie de vraiment indépendant de. Et ça c'est à cause de sécurité qu'ils ont besoin. Tout ça. Mais dire ça, c'est que on a un exemple maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'il y a des gens qui disent même le Bitcoin et les cryptos, crypto-monnaies. Oui, crypto-monnaies, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, c'est juste des mensonges à propos d'être indépendant. Mais en général, cette théorie, cette doctrine, ces points de vue que c'est faisable d'avoir un système économique, un système bancaire indépendant du système bancaire qui est ici, il est dans notre main maintenant avec les crypto-monnaies. Okay? Le concept général, alors, ça c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec Internet, avec un réseau social? Juste avoir quelque chose comme Telegram qu'il est en dehors de ce système. Juste une chose. Ou avoir une technologie qui est en dehors de ce système. Pourquoi une institution indépendante, il ne fait pas ça pour vraiment aller se lever contre l'oppresseur, le système? Si on veut réellement faire ça à un niveau international, il va falloir trouver des solutions telles que satellites, etc. Parce que tout le câblage de réseau, etc., c'est aussi dans la main de l'Empire. Et ça, c'est vraiment c'est malheureux que les autres, un après l'autre, ils ont acheté les fondations de technologie et toutes les choses. Ils sont en train de contrôler, la banque, ils sont en train de contrôler les médias, ils sont en train de contrôler les réseaux. Donc ça, c'est vraiment malheureux pour nous qu'on les a donnés, parce que au début, ils n'ont pas commencé de les inventer eux-mêmes. Ils ont acheté plusieurs entre eux. Ils ont acheté dans le processus de développement. C'est TikTok n'était pas les États-Unis ou les Zionistes. Ils ont acheté. Le Google n'était pas à eux. Ils ont acheté. Donc YouTube n'était pas à eux. Ils ont acheté. Donc ils sont en train d'acheter. Ça c'est une mauvaise chose que. Google, YouTube, c'était des Américains, non? Les fondateurs. Stanford, il me semble. Non, c'était des gens qu'ils ont inventés. Par exemple, les jeunes qui étaient ensemble, ils ont inventé. Après, ils ont vendu à des grandes compagnies. Alors, c'est ce qu'on a entendu. Je ne sais pas, peut-être arrière, il y a des. Moi, je pense que les fondateurs de Google, il y en a même qui travaillent encore chez Google. Ils ont dirigé la société pendant de nombreuses années. Mais maintenant, tu vois qu'ils sont en train de mais ce qui est sûr, vraiment c'est dominer le réseau. Toutes ces sociétés ont eu une injection de capital énorme de la CIA, du gouvernement américain. Et donc, évidemment qu'ils mettent l'argent même dans Facebook. C'est qu'ils ils reçoivent quelque chose en retour. Ils ne le font pas gracieusement. Ouais. Ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport à ce qu'a dit Maurice, pourquoi on n'a pas un réseau social alternatif, indépendant en Iran. Je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on pointe le doigt de la responsabilité sur nous-mêmes.
Parce qu'on a tendance à dire ça au gouvernement iranien. Pourquoi vous n'avez pas créé ça? Mais en Iran, pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est à nous de créer le futur réseau social qui soit attractif pour tout le monde, qui soit aussi compétitif qu'un Facebook, qu'un Meta, qu'un YouTube. On ne peut pas, je pense, tout le temps mettre la responsabilité sur la personne qui gouverne. On a le pouvoir entre nos mains, en fait. Nous, on est assis ici, je suis iranien, vous êtes marocain, vous êtes pakistanais. Nous, on est connectés à cause que la cause nous a connectés. Okay? Mais quand... Je suis suisse. Vous êtes suisse. Mais quand vous regardez les autres gens, dans leur tête, c'est divisé par les frontières. Ouais. Ça veut dire l'Iran, il devrait faire ça pour lui-même. Nous, on est correct. Lui, il est comme ça. On ne pense pas comme une armée opprimée. Si on se voit comme une armée opprimée contre les oppresseurs, ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est la chose du Coran. Le Coran, quand il parle, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner le pouvoir dans ce monde dans les mains des opprimés. Opprimés, oui. Ouais. Pas un genre de tribus spéciales. Non, c'est dans les mains de... Même dans le christianisme, the meek shall inherit the earth. Je ne sais pas comment traduire. The meek. Les faibles, non? Oui, les faibles ou les opprimés. Ouais. C'est eux qui vont hériter de la terre. Exactement. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que maintenant, l'Iran, les Iraniens, ils ont commencé ce mouvement. Il faut les aider. Il ne faut pas penser que c'est une autre race, c'est un autre pays, c'est un autre peuple. Non, c'est des humains qui sont levés pour aider les opprimés alentour du monde. Ils ont faire face à des difficultés, essayer de les surpasser. Bien sûr, ils ont beaucoup de difficultés avec l'étranger, tout ça, mais il faut les aider, il faut se voir dans une armée. Moi, je pense que si les opprimés du monde entier, peu à peu, commencent à se unir, je pense que ça va changer toutes les choses. Et Inch'Allah, par notre foi, la préparation de la réapparition de notre imam va se, Inch'Allah, réaliser. Inch'Allah. Là, on est à peu près 1 heure. Moi, je pense que c'est s'arrêter ici Je regarde, est-ce qu'on n'a pas peut-être une ou dernière question? Si on retourne au sujet je voulais quand initial. même vous demander, parce qu'on a vu, moi j'ai vu en tout cas les images, quand il y a eu cet appel à la mobilisation pour le soutien du gouvernement, vraiment des rues entières remplies. J'ai entendu des témoignages des gens qui étaient sur place, y compris des Occidentaux, 21st Century Wire, pour ceux que ça intéresse. Il était sur place et il a témoigné. Mais je voudrais aussi entendre juste votre point de vue, juste sur ça, parce que ça n'a pas été rapporté du tout dans les médias occidentaux, à ma connaissance. Quel est votre point de vue là-dessus? Et puis après, je pense qu'on peut conclure et on fera d'autres podcasts pour aborder les autres sujets qu'on n'a pas encore abordés, en particulier vraiment la guerre, le début de la guerre et l'assassinat du guide de la révolution, l'Ayatollah Khamenei. Donc, à propos du peuple iran, il faut savoir que les gens qui sont d'accord avec le système et aussi ils sont dans les classes moyennes ou faibles dans la société, ils travaillent peut-être des fois 2-3 travails par jour, 2-3 différents travails, 2-3 chiffres par jour. Par exemple, le gars, il est dans un magasin qui travaille, après il fait taxi, après il fait quelque chose d'autre. Il voit peu sa famille, il va juste chez eux dormir, manger et commencer à travailler le lendemain. Donc, ces gens-là dans la classe moyenne et classe faible, à cause des pressures économiques, ils n'ont pas de temps de, par exemple, être dans la rue ou commencer à critiquer parce qu'ils sont avec le système, ils acceptent ça, ils sont prêts à shahid, ils sont prêts à donner leur vie pour ce système. Ils essaient aussi d'être productifs, effectifs pour aider le système.
Donc, les gens que normalement tu les vois critiquer, venir dans la rue contre le système, c'est des gens riches. Les gens, plusieurs d'entre eux, qui sont contre les gouvernements, c'est des gens qui ont des satellites, ils ont des voitures, ils ont des iPhones en Iran, c'est très des satellites, ça veut dire expensive. Des satellites. Des satellites, parce qu'ils regardent par exemple les films. Des antennes. Des antennes, oui. Pour regarder. Pour regarder Beverly Hills. Regarder les autres canaux dans l'autre pays. Donc, c'est normalement ces gens-là. C'est pas des gens qui travaillent le matin jusqu'au soir. Les gens qui travaillent le matin jusqu'au soir, ils sont occupés. Okay? Donc, quand ça arrive que, par exemple, le 22 Bahman, que les gens ils veulent venir pour support de le régime, tu vois beaucoup de gens qui viennent. Parce que... 22 Bahman, juste pour expliquer... C'est le journée de la fête de révolution, l'Iran. 22 c'est Bahman. Le calendrier iranien. Oui, calendrier iranien, 22 Bahman, c'est le journée de la fête anniversaire de révolution de l'Iran. Donc, même cette année, notre shahid Imam Khamenei, il avait annoncé, il a mis l'importance que les gens viennent dans cette démonstration et ils ont venu et Masha'Allah, cette année c'était incroyable, les gens ont venu. Ça c'était aussi après les protestations qui étaient arrivées, donc ça calmait toutes les choses, ça calme beaucoup de choses. Mais moi je me souviens dans les médias que je suivais, donc il y avait le 22 Bahman, mais avant ça il y avait aussi un appel, c'était un lundi, un appel pour sortir, pour montrer le soutien au gouvernement. Et là aussi, il y avait des foules immenses qui sont sorties. Oui, exactement. Donc, cet appel-là aussi, que c'était après les protestations. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que pour les gens qui ne connaissent pas bien les Iraniens ou la situation du peuple en Iran, c'est que les minorités des gens que vous voyez qui sont en train de parler contre l'Iran, plusieurs d'entre eux sont en dehors de l'Iran, ou les gens qui sont en Iran, c'est vraiment minorité. C'est eux qui sont en le temps libre, ça veut dire ils ont la richesse assez, ou ils ont le temps libre de critiquer ou de parler. Les autres gens qui sont plus le maximum peuple, ils sont où devraient travailler beaucoup pour répondre à leurs besoins de survivre, ou qui sont en train de travailler pour être productifs, effectifs pour leur pays, pour aider la situation économique. Et c'est ces gens-là qui sont la majorité. Et quand ils les appellent pour devenir dans la rue, faire des démonstrations officielles pour supporter le système, tu vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Surtout maintenant qu'Inch'Allah, on va parler à propos de la guerre. Maintenant, il y a beaucoup de gens qu'à chaque jour, ils ont dit jusqu'à 40e jour de passer de notre shahid Imam Khamenei, ils vont venir dans les rues. Maintenant, ça fait une semaine, ça fait plus que 7 jours qu'à chaque nuit, ils sont dans les rues jusqu'à le matin pour qu'ils montrent leur support et ils mournent, on dit? Font le deuil. Font le deuil pour le martyrdom de notre shahid Imam Khamenei. Vous-même, vous avez participé, vous avez témoigné, vous êtes témoin de ces manifestations? Quand j'étais là 2-3 nuits, oui, j'étais allé voir dans les rues de Rome, Masha'Allah, même à l'entour de notre maison, on entendait les voitures et les marches qui venaient avec les micros, ils donnaient des slogans et tout ça, ils marchaient dans la rue, ils étaient là jusqu'à tard soir et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les gens iraniens. N'écoutent pas de la média de l'Ouest que les gens iraniens, ils veulent leur gouvernement de changer, ils veulent ci, ils veulent ça. Non. Majorité des gens iraniens, ils sont en support et d'accord avec leur système gouvernemental
et juste ils ont des problèmes d'économie ou de culturel ou social en dedans qui, par leur même à eux-mêmes, ils vont se régler. Inch'Allah. Faisons une pause, Sayed. Merci pour le partage. Et on Merci. reprendra la prochaine fois avec une discussion un peu plus centrée sur la guerre, le début de la guerre. Ce serait parfait, oui. Et le martyr de Shahid Khamenei. Il faut, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.